Présenté Stéphane Teboul, conseiller en gestion de patrimoine depuis longtemps en France et bientôt en Israël. Alors j'essaye de vous voir, mais c'est pas le cas. Tout le monde me voit, tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, oui, absolument. Parfait, parfait, parfait. Alors, premier constat qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus de mouvements. Et les populations s'internationalisent, ça veut dire qu'ils bougent beaucoup, il y a de la délocalisation. Évidemment, depuis quelques années, on voit bien que les jeunes ont envie de partir faire des études ou un petit cursus à l'étranger, mais pour autant, on commence à voir beaucoup de monde bouger. Quelques chiffres. 100 000 Anglais qui résident de façon permanente en France, 100 000 Allemands aussi résideraient en France, 500 000 Anglais posséderaient une résidence secondaire en France, 8 millions d'Européens vivent et travaillent dans un autre pays de l'UE que leur pays d'origine. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Et 3 200 000 Français vivent à l'étranger. Donc la mobilité est en perpétuelle croissance depuis quelque temps, on s'en est rendu compte, et ça entraîne un certain nombre de sujets. Il faut vraiment faire attention. Sur la mobilité des personnes, on a bien sûr des raisons professionnelles, des raisons familiales, dans quelques cas des raisons religieuses, la retraite, et puis il y a la mobilité des biens aussi. Il arrive que sans bouger de son pays d'origine, on acquiert un bien à l'étranger. Alors, ce qui est important dans un premier temps, c'est, on est en France, vous savez que le sujet fiscal de l'ALIA, donc de Français qui montent en Israël, il y a quand même un sujet fiscal important parce que je ne connais pas grand monde depuis quelques années qu'on vous encadre et qu'on vous accompagne avec le réseau Expert ALIA. Je ne connais pas grand monde qui est capable de tout vendre en France pour partir en Israël. Tout ça se fait progressivement. Il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à savoir. Donc, sachez qu'en tant que résident fiscal français, on a une obligation fiscale illimitée. Ça paraît, je pense, assez évident. Donc, on doit payer de l'impôt, que ce soit de l'impôt sur le revenu s'il y a des revenus ou de l'impôt sur la fortune immobilière s'il y a des biens immobiliers à l'étranger. Ils doivent être déclarés. On a ce gros problème de certains Français qui ont acheté en Israël et qui n'ont jamais déclaré. Aujourd'hui, on a des soucis violents avec les banques israéliennes. Lorsqu'on est non résident fiscal en France et qu'on est résident fiscal, notamment israélien, puisque c'est le thème de notre réunion de ce matin, eh bien, on a une obligation fiscale qui est limitée aux seuls biens ou aux seuls revenus de source française. Donc, vous avez compris quelle était la limite et il y a des conventions de l'OCDE, quelquefois pour se poser ces questions, soit on se réfère à l'article 4 bis du CGI, que je vous présenterai un tout petit peu après, soit à une convention OCDE, donc globalement, lorsqu'on n'est pas dans un pays exotique, mais dans des pays faisant partie de l'OCDE, on a des conventions qui se ressemblent beaucoup avec des thèmes euh, habituel et assez récurrent. Alors tout d'abord, ce qui est important, le critère numéro un, c'est le foyer d'habitation permanent. Donc, bien évidemment, on peut avoir un passeport israélien, on peut faire son alia, mais en même temps, si on ne vit pas en Israël et qu'on revient en France et qu'on passe plus de temps en France et qu'on habite en France, eh bien, on a opposé à l'administration fiscale qu'un passeport. Et on peut difficilement, en lui présentant un passeport, lui dire, mais je suis israélien, je ne veux plus rien avoir avec la France, alors qu'en fait, on continue de vivre en France. Donc, le foyer d'habitation permanent, c'est un élément différent. Et ce foyer d'habitation permanent diffère du foyer qui est prévu à l'article 4b du CGI, qui est le droit interne français. Au sens français, on ne peut avoir qu'un seul foyer, alors que au niveau de l'OCDE, on pourrait avoir plusieurs foyers d'habitation permanent. Il y a aussi, et c'est très important, le centre des intérêts vitaux. Donc, bien évidemment, vous pouvez très bien vivre en Israël, mais avoir laissé beaucoup, beaucoup de biens immobiliers et mobiliers en France, ainsi qu'une entreprise
qui vous génère des dividendes chaque année. Et donc, comprenez que le centre de vos intérêts vitaux, eh bien, il est plutôt en France qu'en Israël. Il y a aussi, et c'est important, cette notion de lieu de séjour habituel. Donc, ce lieu de séjour dépend de la fréquence, de la durée, de la régularité des séjours. Et il y a plein de références à des lois ou à des jugements. Donc, on a des jurisprudences sans aucun problème. Lorsqu'on a un problème de nationalité, on a une double nationalité, eh bien, on a des autorités compétentes dans chaque pays et il faut qu'elles déterminent, en fonction des critères de lieu de séjour habituel et de centre des intérêts vitaux ou de centre d'intérêt économique, quel est le pays qui va taxer ou qui va taxer en premier dans le cas d'une double taxation. Alors, le principe. Je vous donne les principes de la France. Il y a 3 critères qui sont importants. Le premier critère qu'on regarde, c'est un critère d'ordre personnel. Quel est le foyer ou le lieu de séjour principal? Le petit problème, j'attire votre attention à ce moment-là, je fais une légère digression. Souvent, les personnes qui partent en Israël, et comme je les comprends, ne sont pas sûrs que la grève va fonctionner. Ils ont envie de vivre en Israël, ils font l'effort d'apprendre une nouvelle langue, de se délocaliser, ça coûte beaucoup d'argent, c'est compliqué, mais pour autant, difficile, très difficile de couper les ponts avec la vie qui a été la nôtre pendant quelquefois des décennies, et donc de vendre à la résidence principale. Or, c'est un problème majeur. Si vous ne vendez pas votre résidence principale en France et que vous partez, il y a quand même une prise pour l'administration fiscale, comprenez qu'elle est importante. Sans parler d'un autre sujet qui a son importance, c'est que si, à terme, vous aviez besoin de vendre votre résidence principale pour en acheter une en Israël, eh bien, comprenez que si entre-temps vous avez loué votre résidence principale où il s'est passé un petit peu trop de temps, eh bien l'État français considère que ce n'était plus votre résidence principale et donc vous avez vendu un bien immobilier et vous êtes soumis à la plus-value qui peut être importante, sauf si la résidence principale a été achetée depuis plus de 30 ans. Donc comprenez bien que la règle qui s'applique aujourd'hui, c'est que on ne vous oblige pas à vendre votre résidence principale au moment où vous partez, mais vous avez jusqu'au 31 décembre. Alors d'abord, il faut l'avoir donné en vente à une agence. Il faut prouver que on l'a pas vendu parce qu'on n'a pas trouvé d'acheteur. Donc on part en Israël, mais en même temps, on a une démarche de vente qui est entreprise. Et effectivement, si vous vendez avant le 31 décembre de l'année suivante, de l'année N+1, alors à ce moment-là, vous conservez votre exonération sur la vente de la résidence principale, qui est fondamentalement, en droit français, la seule chose où on peut gagner de l'argent sans avoir à payer ou de l'impôt ou des prélèvements sociaux. Donc comprenez bien que vous avez acheté une résidence principale 500 000, 20 ans, 25 ans après, 15 ans après, vous la vendez 1 283 000, eh bien, globalement, vous récupérez la totalité du prix de vente sans avoir à payer le moindre euro à l'État français. Donc, c'est un avantage si vous êtes propriétaire de votre résidence principale qu'il ne faut absolument pas négliger. Dernière chose, pour que ça reste votre résidence principale, il ne faut pas l'avoir louée à partir du moment où vous êtes parti. Si vous la louez, elle perd son critère de résidence principale. Donc, le premier critère, vous l'avez compris, c'était le foyer ou le lieu de séjour principal. Le deuxième critère qui est important, c'est l'activité salariée ou pas. Et donc, si vous travaillez, si vous continuez de travailler en France et d'avoir des revenus en France, alors effectivement, il est logique que vous payiez la totalité de vos impôts en France. Ça sera la France qui sera, je dirais, votre foyer fiscal. Et troisième élément, il y a des gens qui partent et qui ne travaillent plus en France. Eh bien, il y a quand même un troisième sujet où le fisc français s'est rattaché, c'est les critères d'ordre patrimonial avec le centre des intérêts économiques. Donc, si vous laissez quelques sous en banque, quelques contrats d'assurance,
des biens immobiliers qui vous génèrent des revenus réguliers, attention à ce que ça ne soit pas un élément majeur dans votre patrimoine. Donc comprenez bien la souplesse que j'utilise. Je ne vous dis pas qu'il faut tout vendre. Je vous dis simplement qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir 3 millions en France et 1 million d'euros en Israël, enfin ce qui ferait à peu près 4 millions de shekels, un peu moins aujourd'hui, parce qu'il y a une disproportion dans le patrimoine et l'État français, et notamment Bercy, serait tout à fait enclin à faire jouer cette clause, donc l'alinéa 3 de l'article 4b. Je vais passer assez vite sur la détermination de la résidence fiscale. Vous avez compris que le foyer ou le lieu de séjour principal en France était un élément important. Des arrêts, il y en a autant qu'on en veut. L'activité professionnelle principale en France, même chose. Le centre des intérêts économiques en France, alors là, il y a beaucoup de jugements aussi, Caporali, Zitouni, etc. Donc tout ça, c'est étagé dans le temps, 2010, 2011, 2015, 2018. Et il y en a eu encore quelques-uns dans les dernières années. Donc on n'a pas d'état d'âme pour savoir comment il fonctionne. Alors, attention, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et à le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou des circonstances exceptionnelles. Mais attention, euh, il y a un cas de figure, j'ai un petit exemple comme ça qui me revient en tête, qui est celui de Yannick Noah. Yannick Noah, il avait sa résidence principale en Suisse, et puis le reste de l'année, bah, il se baladait pour faire ses tournois de tennis un peu partout dans le monde, et de temps en temps, il était en France pendant Roland-Garros. Mais globalement, il passait pas plus d'1 mois et demi, 2 mois en France sur l'année, donc effectivement, tout se passait fiscalement bien pour lui, sauf que ses enfants mineurs étaient à l'école en France, et donc le lieu de résidence des enfants mineurs a fait que le fisc français a décidé de le taxer en France, même si il passait 1 mois ou 1 mois et demi en France. Donc comprenez que le fisc peut se rattacher à plein d'éléments. Évidemment, le lieu de résidence d'enfants majeurs est totalement sans incidence pour déterminer le lieu du foyer des parents. Et j'ai rajouté cette petite phrase parce qu'on a eu le cas de figure en 2020, des soins médicaux rendant nécessaire la présence en France peuvent caractériser de circonstances exceptionnelles sans que cela entraîne le transfert du foyer en France. Donc là, on a eu la guerre, on a eu des difficultés pour certains Israéliens à rentrer en France. En 2020, on a eu le Covid, avec certaines personnes qui étaient malheureusement soignées ici, en France. Et donc, effectivement, s'ils ont passé plus de 6 mois en France, ça n'a pas remis en cause ou pas systématiquement remis en cause la résidence fiscale. Alors, beaucoup de gens parlent de 6 mois et un jour, etc. Mais en fait, le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable a résidé en France plus longtemps que dans un autre État au cours de la même année. Donc, si vous passez 4 mois en France, 3 mois en Israël, 2 mois aux États-Unis, et puis le reste du temps pour voir des enfants, et puis le reste du temps en vadrouille, c'est bien en France que vous avez passé le plus de temps. Et sachez que cette notion est facile à vérifier, et en France et en Israël, puisque globalement, chaque fois qu'on passe la frontière, on a un scan, on a un élément. En Israël, c'est extrêmement simple et c'est un élément primordial. On va au Misra d'Apnim et on demande ses entrées et sorties, puisque on est obligé en tant qu'Israélien de présenter son passeport israélien quand on rentre ou quand on sort d'Israël. Donc ils savent exactement à quel jour et quelle heure vous êtes rentré dans le pays, à quel jour et quelle heure vous en êtes sorti, donc très exactement le nombre de jours qu'on y a passé. Alors, l'activité professionnelle, j'en ai parlé, qu'elle soit salariée ou non, il n'y a pas d'inférence. J'ose espérer qu'il y a dans ce webinaire, autour de nous, des dirigeants de grandes entreprises dont le nouveau siège social est en France, avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Dans ce cas-là,
quand bien même vous passeriez toute votre vie en Israël en venant en France 3 jours par an, eh bien, si votre entreprise a un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, c'est une clause anti-abus, vos impôts seront forcément payés en France. Bon, le centre des intérêts économiques, j'ai insisté déjà beaucoup dessus, puis il y a tellement de choses à vous raconter. De temps en temps, il y a un conflit de résidence, donc il convient de regarder s'il existe une convention fiscale pour déterminer, en dehors de l'État français, la convention fiscale s'applique et est supérieure pardon, aux établissements fiscaux d'un pays donné. Donc, lorsqu'on a une convention fiscale qui est établie entre deux pays, c'est elle qui s'applique en priorité. Bon, donc là, par exemple, un individu sera considéré comme résident fiscal en Israël s'il y séjourne plus de 183 jours durant l'année fiscale et résident fiscal français si son épouse et ses enfants vivent en France. C'était important de vous le dire. En résumé, les résidents fiscaux français sont soumis à une obligation fiscale qui est illimitée. Donc, tous vos biens dans le monde doivent être déclarés en France et subiront en France les impôts que sont l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière et évidemment le plus tard possible les droits de succession, ainsi que les prélèvements sociaux. Et les non-résidents sont soumis à une obligation fiscale limitée aux seuls biens qui sont restés en France. Donc, on comprend bien que, il y a les biens immobiliers. Dans le mot immobilier, il y a immobile. Il y a les biens mobiles, ceux qui peuvent bouger, comme l'argent, les comptes en banque, les contrats d'assurance, les PEA, toutes ces choses-là. Alors évidemment, tous ces éléments qui sont mobiles, il n'y a pas photo, il faut absolument les enlever de la France pour ne pas payer d'impôts. Pour les biens immobiliers, c'est quelquefois plus compliqué et vous pourrez assister à une autre session spécifique sur l'immobilier. Et la convention fiscale permet effectivement de déterminer la résidence fiscale en cas de conflit de résidence, parce que malheureusement, on a beaucoup de gens qui veulent faire leur alia, mais qui ont conservé notamment leur résidence principale en France, soit de court terme, de moyen terme, soit de long terme, en disant j'ai les enfants, j'ai mon quartier, j'ai mes habitudes, je veux revenir ici. Ça, fiscalement, pour nous qui vous conseillons, ça nous pose problème, mais c'est pas absolument impossible. C'est à regarder au cas par cas. Bon, le champ d'application des conventions internationales, c'était principalement en matière d'impôt sur le revenu, en matière d'ISF et d'IFI. Alors ISF, il n'y en a plus pour le moment, mais IFI, il y a. Et en matière de donation et succession, le domicile fiscal est défini à la date du fait générateur de l'impôt. Donc comprenez bien que si on parle de succession, ben, c'est au jour du décès. Et si on parle de donation, c'est en principe la date de l'acte authentique. Et si on a fait un acte sous seing privé, et par précaution, c'est la date d'enregistrement de l'acte, parce que c'est la date réelle qui est utilisée par l'administration. Bon, des précautions à prendre, il y en a beaucoup pour les personnes qui ont une ou plusieurs résidences secondaires en France. Pour les personnes qui ont leur activité professionnelle principale en France. Alors, il y a d'autres cas de figure qui peuvent fonctionner, c'est-à-dire que soit on prend pour l'activité principale, soit on prend un revenu d'activité salarié et on va payer des charges sociales et de l'impôt, et c'est évident à ce moment-là qu'on est salarié, soit on est profession libérale euh, ou, actionnaire d'une société et on décide de prendre un revenu sur cette société et on va là aussi payer des charges sociales et de l'impôt. Troisième possibilité, on ne prend rien pendant l'année et lorsque le bilan de la société est réalisé en fin d'année,
on peut effectivement se distribuer des dividendes qui sont des revenus de capitaux, mais qui ne sont pas des revenus du travail. Donc c'est une notion qui est importante, d'autant plus que ces capitaux, pour les sortir d'une société, sont taxés en France pour le moment avec une flat tax à 30%. Lorsqu'on est résident fiscal israélien et qu'on se distribue des dividendes, on ne paye pour le moment que 12,8% d'impôts, puisque pour arriver à 30%, il y avait 17,2% de prélèvements sociaux, desquels on est exonéré dans le cas de revenus mobiliers. Alors regardez tous les éléments. La facture de déménagement est importante pour prouver le transfert de résidence fiscale, les aspects douaniers s'il y a un transfert de résidence hors de l'UE, la date d'inscription des enfants à l'école, la date de bail ou de résiliation selon qu'on quitte la France ou selon qu'on loue un appartement en Israël, la date d'achat ou de vente de la résidence constituant le domicile. Donc comprenez bien que si on n'a pas vendu sa résidence habituelle en France, ça pose un petit problème. Les informations des banques afin de convertir les comptes bancaires en comptes résidents, de comptes résidents en comptes non résidents, avec une adresse, votre boîte mail ne changera pas, mais votre adresse physique sera cette fois-ci en Israël et vous serez considéré par la banque comme un non-résident. Donc, si on ne fait pas tout ça en se disant bah, j'ai mon compte en banque, etc., l'État français peut très bien dire mais regardez, vous avez votre compte en banque et vous envoyez, et la banque envoie les relevés avenue Victor Hugo à votre ancienne résidence principale. Voilà. En cas de délocalisation, c'est important d'informer en recommander le centre des impôts de sa nouvelle adresse ou le consulat, en précisant que cela emporte transfert de résidence fiscale hors de France. Et puis, quand même, il y a des éléments très importants, c'est que on a, quand je vous dis qu'il y a des pièges, il y a beaucoup de préparation, surtout avec la réorganisation du patrimoine, les formalités éventuellement d'exit tax, on va en reparler tout à l'heure, les informations des caisses de retraite françaises, les informations des compagnies d'assurance, la consommation d'EDF et d'électricité, j'en passe et des meilleurs. Alors lorsqu'on a des contentieux de résidence, il y a des contrôles qui peuvent être pratiqués. Alors l'examen des relevés bancaires pour déterminer les jours de présence sur le sol français, le fisc a le droit de le faire. Les recoupements des informations données par des tiers, électricité, gaz, relevés de téléphone, tout ça également. Les inscriptions scolaires des enfants, les pièces communiquées par le service des douanes. Bref, vous voyez, il faut vraiment que tout ça soit encadré, je dirais, très professionnellement, très méthodiquement, de telle manière à ce que vous n'ayez pas de soucis par la suite. Alors, les revenus immobiliers, je vais passer très vite parce qu'on a vraiment... voilà, vous comprenez simplement que dans l'OCDE, il y a quelque chose dans tous les pays de l'OCDE, dont la France, l'Europe, les États-Unis, Israël en font partie. On a une tendance qui est récurrente, générale et qui se comprend bien, c'est qu'un bien immobilier est taxé dans le pays dans lequel il se trouve. Il peut être taxé dans le pays dans lequel on se trouve, en plus, mais quoi qu'il arrive, il commence par être taxé dans le pays dans lequel le bien est domicilié. Donc, imposition dans l'état de situation de l'immeuble. Les plus-values immobilières, même chose. Imposition dans l'état de situation de l'immeuble. Alors, pour éviter la double imposition, on a quelquefois des méthodes qui disent, ben, vous deviez payer 30%, vous avez payé 20% en France, et ben, il vous reste 10% à payer en Israël. Donc, on se sert de méthodes qui peuvent être soit le taux effectif, soit un crédit d'impôt qui est égal à l'impôt étranger, soit un crédit d'impôt qui est égal à l'impôt français. Bref, en fonction du pays dans lequel on se trouve, on a des méthodes pour éviter la double imposition, ou en tout cas, éviter que il y ait un impôt plus un autre impôt qui soit supérieur au plus élevé des deux impôts. En d'autres termes, il est rarissime que lorsqu'on a 20% de taxes dans un pays et 25% de taxes dans un autre, qu'on en arrive à payer 45%.
pays de l'OCDE se sont arrangés pour qu'au plus, un pays à 20, un pays à 25, on ait à payer entre les deux pays 25% au maximum. Les non-résidents ayant des biens immobiliers en France. Donc ça, c'est important puisque vous quittez la France, vous êtes en Israël, que se passe-t-il? Le principe de taxation en France, c'est imposition des revenus dans l'état de situation de l'immeuble, vous l'avez compris. Simplement, vous avez un montant au premier euro qui s'applique et un taux qui est de 20%, mais il s'applique jusqu'à 27 794 euros. Vous voyez là? Et dès qu'on dépasse, alors ça fait quoi? Ça fait 2300 euros par mois de loyer. Dès qu'on les dépasse, on est à 30%, auquel il faut rajouter les 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, si on conserve des biens en France, il faut savoir qu'on a la taxe foncière à payer, 20 ou 30% selon le niveau de revenus locatifs qu'on a, et 17,2%. Donc 20 plus 17,2, ça fait 37,2, plus la taxe foncière, donc on est en gros à 40%. 30 plus 17,2 plus la taxe foncière, on est à peu près à 50% d'imposition des loyers. Donc il faut vraiment avoir envie de les conserver, d'autant plus que si on en conserve un petit peu trop en France, on a une saloperie qui s'appelle l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Donc, dès qu'on dépasse 1,3 million, on est amené à payer cet impôt. Et puis, il y a également, mais c'est un petit peu trop compliqué, l'impôt de plus-value en France. Le cas général, si on n'est pas à l'IS, si on n'est pas en société, etc., ou si on est en société transparente, c'est une taxation de 19% avec des abattements en fonction des durées de détention. Donc, sachez qu'on est exonéré de plus-value en France lorsqu'on a passé 22 ans, lorsque le bien a plus de 22 ans, mais les prélèvements sociaux, eux, sont sur 30 ans, et c'est pas 30 ans linéaires. Donc, globalement, si on vend un bien à 22 ans, certes, on n'a pas d'impôt de plus-value, mais on a des prélèvements sociaux dont il reste à peu près 80% à payer, même s'il y a 22 ans sur les 30 ans qui se sont écoulés. Et les modalités de plus-value sont effectuées dans les mêmes conditions que les résidents fiscaux français. Alors, bon, je passe sur l'exonération de la plus-value de la résidence principale, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah, pardon. J'ai oublié de vous dire que on a un petit élément agréable en tant que non-résident, c'est qu'on a une exonération de plus-value de 150 000 euros par contribuable, ce qui peut faire 300 000 euros pour un couple, sur la vente d'un bien dans les 10 années qui ont suivi le départ de France. L'exit tax, lorsqu'on a une société dont on détient plus de 50% de départ, ou une société dont ce qu'on possède représente plus que 800 000 euros, on a une exit tax à payer, non pas à payer, mais à déclarer. Auparavant, c'était très long. Et là, sont soumis à l'exit tax les personnes qui ont passé au moins, sur les 10 dernières années, 6 années en tant que résident fiscal français, les 10 dernières années, bien évidemment, qui précèdent le transfert de domicile. Alors, ça s'est bien amélioré, puisque auparavant, on avait un délai de dégrèvement de 8 ans, entre 2011 et 2014. Ça a été horrible entre 2014 et 2019, puisqu'on était sur 15 ans de délai de dégrèvement. Et à compter du 1er janvier 2019, pour les valeurs qui n'excèdent pas 2,5 millions au niveau de ce qu'on possède dans la société, on est exonéré au bout de 2 ans. Donc c'est quelque chose de relativement facile. Si c'est une valeur plus importante que 2,5 millions, c'est 5 ans, mais ça passe quand même relativement vite. Je dois vous parler de la détermination du régime matrimonial dans le temps, parce que ça s'appelle une vraie saloperie, cette histoire-là, parce que personne ne le sait et qu'on ne le voit pas. Donc sachez que les mariages qui sont célébrés avant le 1er septembre 92
il y a une fixité du régime matrimonial. Donc, si vous étiez en séparation de biens, vous restez en séparation de biens. Si vous étiez en communauté légale réduite aux acquêts en France, eh bien, vous restez en communauté légale. On passe. Par contre, il y a une période horrible qui est entre le 1er septembre 92 et le 28 janvier 2019. Tous les mariages qui sont célébrés entre ces deux dates, c'est la fameuse convention de La Haye, entraînent une mutabilité du régime matrimonial. Donc vous pouvez penser être à un moment donné en séparation de biens et vous retrouver quelques années après, sans le faire exprès, sans l'avoir provoqué, en régime de communauté, ou en communauté, vous retrouvez en régime de séparation de biens. Vous pouvez me dire que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça en a au moment d'un éventuel décès, puisque soit on est taxé sur la totalité du patrimoine qui vous appartient, soit sur la moitié du patrimoine si on est en communauté. Donc c'est important de bloquer ce régime matrimonial. Alors, la mutabilité, on en reparlera après, mais dans un premier temps, vous êtes marié, le régime matrimonial, si vous êtes marié entre le 1er septembre 92 et le 28 janvier 2019, c'est celui de la première résidence habituelle des époux. Et la mutabilité du régime peut muter automatiquement vers le pays de résidence avec un effet rétroactif possible. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Et pour ne pas subir, simplement aller voir un notaire et dire on choisit tel régime ou on choisit de conserver tel régime, même si on a quitté le pays, pour ne pas avoir à subir un changement de régime qui pourrait être dramatique. On a presque fini. Sachez que depuis le 29 janvier 2019, on a un règlement européen qui s'est substitué au règlement de La Haye, à la règle de La Haye, et donc maintenant c'est une loi unique. C'est que, à défaut de choix express par les époux, le régime matrimonial, c'est celui de la première résidence fiscale. Donc il n'y a pas de mutabilité. On a choisi d'être en séparation de biens parce qu'on est passé devant notaire avant le mariage. Eh bien, on va rester en séparation de biens toute la vie, y compris lorsqu'on quitte le pays, ou on a choisi un régime de communauté, on restera en régime de communauté. Dernière chose sur la succession, et après je serai ouvert à vos questions. Ça peut paraître compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Donc de ce côté-là, on a les héritiers. Sachez simplement, et c'est important, que la France veut taxer en droit de succession dans 3 cas de figure. Ces 3 cas de figure sont, premièrement, quand la personne est résidente fiscale française. Donc, par définition, la totalité de son patrimoine rentre en droit de succession, est répartie entre le conjoint, les enfants, les héritiers, et globalement, derrière, paye des impôts en fonction des parts respectives de chaque héritier. Deuxième cas de figure, vous habitez à l'étranger, mais vous avez conservé des biens en France. Eh bien, comprenez que la fiscalité va s'appliquer en termes de succession sur les biens qui sont restés en France. D'où l'intérêt d'en laisser le moins possible. Ça, vous l'avez compris. Mais il y a un troisième cas de figure qui a été inventé par la France, et c'est le seul pays au monde qui pratique ainsi. Vous pouvez très bien avoir quitté le pays, vous pouvez très bien ne plus rien avoir en France, mais si vos héritiers sont en France, alors ils payeront des droits de succession sur ce qu'ils recevront. Donc à partir de ce moment-là, lorsque le défunt est résident de France, vous comprenez bien qu'il va payer sur ses biens mondiaux les droits de succession. Les héritiers vont payer, c'est l'article 750 ter 1 du CGI. Le ter 3 du CGI, c'est lorsque les héritiers sont non résidents de France, donc ils sont totalement exonérés, ils sont imposés sur les biens français, mais ils sont exonérés sur les biens étrangers. Et par contre, l'article 750 ter 2 du CGI, c'était le ter 2, c'était l'imposition des biens français uniquement, mais lorsque on a des résidents en France, eh bien, ils sont imposés sur les biens mondiaux. Ça m'amène simplement à ce petit tableau pour que vous compreniez bien. Le conjoint, en France,
depuis la loi TEPA de Sarkozy, n'est plus taxé en droit de succession. Ne faites pas le raccourci de dire je donne tout au conjoint, tant pis pour mes enfants, ils récupéreront au deuxième décès, c'est-à-dire quand ils auront eux-mêmes 72 ans, parce que de toute manière, il y aura des droits à payer au deuxième décès. Donc, ça n'est pas une solution que de dire je vais tout laisser à mon conjoint. Par contre, comprenez bien que lorsque l'enfant est résident en France, il va payer 100% d'impôts sur les biens étrangers et 100% d'impôts sur les biens en France. Par contre, quand l'enfant est non résident en France, il va payer 100% d'impôts, certes, sur les biens en France, mais 0% sur les biens étrangers. Donc, c'est une petite organisation à faire, c'est-à-dire que plutôt que de dire je laisse 50% de l'appartement à Paris, allez, ça vaut 2 millions, à mes deux enfants, un qui vit en France, un qui vit en Israël, et je laisse 50% à chacun d'eux sur ma résidence en Israël, qui vaut aussi, pour mon exemple, 2 millions d'euros, dans ce cas-là, vous voyez bien que l'enfant israélien va avoir à payer des droits sur 50% de la résidence en France, donc sur 1 million d'euros. Quant à l'enfant français, ben, il payera les 50% sur l'appartement français et 50% sur l'appartement israélien. On sera donc taxé sur 1,5 million d'euros pardon. Au total, on sera taxé sur 3 millions d'euros sur les 4 millions d'euros. Si on procède différemment en disant bah, l'appartement en France est pour l'enfant qui est en France, puisque de toute manière, lui, il va payer des droits, et l'appartement qui est en Israël est pour mon enfant qui est en Israël, eh bien, comprenez bien que cet enfant qui est en Israël payera 0 droit de succession, car aujourd'hui, il n'y a pas de droit de succession en Israël. Donc, de cette manière-là, on ne peut pas éviter la taxation sur l'enfant français, mais simplement le fait d'avoir organisé sa succession différemment peut permettre d'éviter des droits de succession. Il suffit de connaître les lois, de savoir dans quel cas de figure. Voilà, en gros, il s'agit d'optimiser, il s'agit de penser, il s'agit de se défendre par rapport à des règles qui sont établies, qu'on connaît bien, et puis de ne pas subir une succession. Je suis ouvert à toutes vos questions. Désolé, c'était un petit peu long.